Les 10, c'est un tronc commun entre plusieurs types d'enfants qui présentent des troubles spécifiques dans un des domaines, soit le langage oral, soit la lecture, soit l'orthographe, soit le calcul, soit la coordination des gestes, soit l'attention et les fonctions exécutives. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, émission spéciale aujourd'hui avec Ibtissem Belmadani. Bonjour Ibtissem. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Voilà, ma sœur kinésithérapeute libérale, vous nous proposez aujourd'hui de parler des 10. Pourquoi on parle des 10 aujourd'hui? Parce que c'est la journée des 10. La journée nationale des 10, et 10 ça s'écrit D-Y-S. Nous avons avec nous le docteur Catherine Billard. Bonjour docteur. Bonjour. Voilà, vous êtes neuropédiatre, fondatrice de Paris Santé Réussite. Qu'est-ce que ça veut dire que Paris Santé Réussite? C'est un centre ressources qui a été créé avec la mairie de Paris et l'académie dans les quartiers défavorisés de Paris. C'est Paris Santé Réussite, PSR. Et vous êtes auteur de Dyslexie et troubles associés. On s'en sort aux éditions Tom Pouce. Alors, nous avons également avec nous Justine Villegrain. Bonjour Justine. Bonjour. Voilà, vous êtes, moi je bégaye, mais vous êtes dyslexique. Et vous avez créé le buzz, comme on dit, l'été dernier, suite à une interview que vous avez accordée au site Combini, et dans lequel vous racontez l'histoire de votre logo qui s'appelle Certified Dyslexic, donc certifié dyslexique. Voilà, et qu'est-ce que ça indique? Donc en fait, c'est un logo qui peut être placé sur la signature des emails ou sur la copie des étudiants et qui indique en fait à la personne qui reçoit l'email ou qui a la copie que l'élève ou la personne qui envoie le mail est dyslexique ou 10, donc n'importe quel autre 10 aussi est adapté dans les tampons. Alors docteur Catherine Billard, à quoi ça sert une journée nationale des 10? Ça, c'est aux parents qu'il faudrait demander, mais c'est faire parler de ces enfants dont les difficultés sont finalement reconnues depuis pas très longtemps en France, environ les années 2000, où il y a eu un plan des ministères de l'Éducation nationale et de la santé sur ces problèmes 10. 10, ça veut dire quoi en grec? Voilà, exactement. C'était ça, en fait, la bonne question. Vous avez raison. Ça veut dire quoi? C'est un tronc commun entre plusieurs types d'enfants qui présentent des troubles spécifiques dans un des domaines, soit le langage oral, ils parlent mal, soit la lecture, ils sont comme Justine dyslexiques, soit son corollaire, l'orthographe, soit le calcul, soit la coordination des gestes, soit l'attention et les fonctions exécutives. Donc vous comprenez bien que c'est une planète, les 10, qui sont faits en fait d'un tronc commun, ceux qui ont des troubles dans un domaine qui vont les gêner et qui nécessitent d'être aidés, alors que ce sont des enfants intelligents, sans pathologie psychiatrique, qui entendent et qui voient comme vous et moi. Et donc 10 en grec, ça veut dire? Ça, on m'avait pas dit qu'on me poserait des questions. Je ne sais pas, parce que je voulais savoir si ça avait une signification, puisqu'en fait... Ça a sûrement une signification, ça doit être quelque chose comme difficulté. D'accord. Ou trouble, je n'en sais rien. Trouble. Ouais, ou trouble. Trouble, ouais. Ça vous va? On achète, Ibtissem. On parle beaucoup des neurosciences aujourd'hui. Finalement, en 20 ans, les neurosciences ont fait énormément de progrès. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur ces troubles 10 et notamment sur leur localisation dans le cerveau? Alors là, vous allez un petit peu vite. Les neurosciences ont effectivement fait un progrès fondamental, c'est que elles ont permis de comprendre que ces troubles étaient des troubles qu'on appelle neurodéveloppementaux, c'est-à-dire qui se passent dans le développement neurologique et se manifestent soit à la naissance, soit après la naissance, et non pas des conséquences de problèmes psychologiques ou de problèmes pédagogiques. Donc ça, c'est acquis, c'est le plan langage, c'est clair. Maintenant, on connaît à peu près, enfin on a des idées à peu près de la localisation des dyslexies, dysorthographies, une lésion
cérébral, dans le carrefour temporal, qui comporte une zone qui n'est pas fonctionnelle pour les enfants dyslexiques. Mais c'est après tout, hein, c'est pas aussi précis. On n'a pas une localisation, un indice, et surtout, on n'a pas les moyens de les mettre en évidence par une évaluation aussi sophistiquée qu'elle soit en imagerie cérébrale. Alors, quels sont les moyens aujourd'hui de les dépister? Parce qu'on parle beaucoup encore de gens qui ne sont pas dépistés parmi les 10. Alors, le moyen, il est simple. Finalement, c'est le bon sens. Vous savez, même tous les progrès en sciences n'empêchent que la clinique reste fondamentale, et en particulier dans le domaine de ces types de troubles ou de la santé mentale. Donc, comment on les dépiste? Eh bien, il y a un âge à partir duquel le développement d'une fonction, par exemple le langage oral, ou l'apprentissage de la lecture, ou l'apprentissage du calcul, par exemple, doit être acquise et se passer correctement. Donc le dépistage, il va être à cet âge. Par exemple, pour le langage oral, c'est, disons, moyenne section et grande section de maternelle. Un enfant qui ne parle pas bien, qui s'exprime pas bien, qui ne parle pas bien, doit avoir un dépistage qui se fait en règle par un médecin. Enfin, il est repéré par l'enseignant et les parents, et le médecin présent a une série de petits outils relativement simples pour dépister s'il y a effectivement un niveau inhabituel de langage oral, et alors, en fonction de l'importance, de l'adresser ou non à une orthophoniste. Vous voyez à peu près le schéma? Oui, et comment on peut expliquer alors cette errance diagnostique de ces troubles? Est-ce que je peux juste demander pourquoi vous utilisez le mot dépistage? Qu'est-ce que vous préférez, Justine, tiens, plutôt que dépistage? Non, mais j'ai jamais entendu ce mot dépistage. Je trouve ça assez... je vois pas un peu rapport. Poser un mot, peut-être? Poser un nom? Non, mais oui, plutôt de l'aide. Enfin, je dirais pas dépistage, quoi. Je me demande si c'est maintenant le nouveau vocabulaire qui est emprunté par les médecins pour parler de ça, mais je me demande si c'est pas... moi, j'ai jamais entendu ça dans ma scolarité, ni encore aujourd'hui. Alors, Justine, si je peux juste m'expliquer, parce que vous avez complètement raison. L'objectif, c'est pas de dépister, entre guillemets. L'objectif, c'est d'aider. Ça, je suis complètement... Oui. Vous avez complètement raison, et c'est fondamental de bien le souligner. Maintenant, la question, elle est de savoir à quel âge ou en quelle classe doit-on repérer quelque chose qui est inhabituel par rapport à ce que l'on sait du développement normal, et comment on peut apprécier l'importance de ces difficultés pour pouvoir savoir comment on aidera l'enfant. Si on l'aidera d'abord, ça on le fera avec des entraînements à l'école, des interventions à l'école spécifiques à cet enfant-là ou à un petit groupe d'enfants à besoins similaires, ou bien s'il devrait y avoir une réponse de soins. Quel genre de soins? Écoutez, je pense que les enfants dyslexiques, par exemple, nécessitent une rééducation orthophonique pour les aider à récupérer le niveau de lecture suffisant pour qu'ils ne soient pas pénalisés dans leur vie. Pas un soin. Une rééducation. Non, mais c'est des soins. Bien sûr, vous avez raison. C'est des soins en rééducation. Excusez-moi des termes qui parfois chacun parle un peu son langage. Vous avez raison de préciser. Et je peux revenir sur ma question sur comment on peut expliquer l'errance diagnostique de ces enfants, de ces troubles. Alors d'abord, les choses quand même évoluent favorablement. Mais il est exact que on n'a pas encore partout, dans tous les territoires, pour toutes les populations. Je pense en particulier aux populations dans des environnements défavorisés,
tous les critères et qui va repérer, qui va quand on va repérer, qui va faire ces petits examens pour pouvoir savoir s'il faut des rééducations ou autre chose. C'est un petit peu compliqué et c'est vrai que ça n'est pas encore idéal. C'est pour ça qu'il y a depuis 4 ou 5 ans toute une évolution sur justement des moyens qui permettent d'être une plus grande égalité pour tous les enfants. Comment expliquer que finalement, ça fait quand même des années qu'on parle des troubles 10, qu'il soit toujours aussi difficile d'expliquer aux gens ce que c'est qu'un trouble 10 ? Ah je ne l'ai pas bien expliqué ? Si, mais par exemple, on dit un enfant qui parle mal. Longtemps, on disait des dyslexiques que c'était des enfants qui plaçaient une syllabe pour une autre. Ah non, mais vous avez raison. Vous avez raison de bien pointer que il y a une certaine ambiguïté ou confusion dans les définitions, on va dire. Finalement, oubliez la racine 10 et parlons des enfants. Vous avez des enfants qui ont ce qu'on appelle une dysphasie. Alors, je suis désolée de ce langage. Ce sont des enfants qui ont un trouble sévère et durable du langage oral. C'est-à-dire qu'ils parlent mal, ils prononcent mal, ils font pas de bonnes phrases. Toujours aussi, ils sont intelligents pour le reste. Vous avez d'autres enfants qui ont une dyslexie, associée en règle à une dysorthographie. Ces enfants-là, ils peuvent parler bien ou parler mal, c'est pas ça, ça va pas être ça leur difficulté, c'est qu'ils vont avoir du mal dans l'acquisition de la lecture. C'est-à-dire que fin de CP, ils sauront pas bien lire, fin de CE1, ce sera encore pas fluide, etc., etc., et de même pour l'écriture. Donc des difficultés dans l'acquisition des apprentissages, en fait, comme on dit. De la lecture, exactement, et de l'orthographe. Mais vous avez aussi d'autres dont les difficultés se situent pas tellement dans la lecture et l'orthographe, mais plutôt spécifiquement dans le calcul. Or ça, c'est peut-être ça où on est le plus en difficulté en France, parce que c'est essentiel quand même de savoir se débrouiller pour connaître les nombres et le calcul dans la vie sociale et professionnelle. Alors, quand on ne sait pas lire, c'est aussi très handicapant. Absolument, mais je crois que vraiment aujourd'hui, on doit amener, enfin tout le monde, tous les enfants dyslexiques doivent apprendre à lire. Pas forcément moi, je suis pas d'accord. Lire bien. Alors attendez, Justine, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le docteur ? Parce que, moi, ce que dit le docteur, c'est un peu ce que beaucoup de docteurs, on va dire, ou personnes disent. Moi, en tant que dyslexique qui était en France et qui a pu voir un peu comment on se faisait traiter, et je vais utiliser le mot traiter, et en fait, voilà, c'est juste, on n'essaie pas de trouver la solution au problème, on essaie juste de montrer le problème, que ça soit les professeurs, en fait, qui n'ont juste aucune éducation sur la dyslexie, qui ont à peine 6 heures dans toute leur éducation, dans toutes leurs écoles, on va dire, pour être professeurs à ce sujet-là. Donc c'est de la moquerie, c'est aussi de montrer, en gros de mettre les gens différents dans une case où en fait on va rester dans cette case. Et quand je dis que je suis pas d'accord, c'est parce que je pense qu'en fait les dyslexiques faut les prendre et les mettre dans des systèmes qui sont adaptés pour les dyslexiques et non dans les systèmes généraux comme ils peuvent être maintenant où on leur force à faire des sujets dont ils n'ont pas forcément envie de faire. Ils sont ni intéressés ni dans l'envie d'apprendre et de faire parce que justement ça leur demande beaucoup trop de travail de lire et d'écrire des bons textes, alors que voilà, il y a des dyslexiques qui peuvent être super forts en ingénieur, en art, en architecture, en entrepreneuriat, et donc c'est là où il faut directement leur donner leur vocation et leur faire apprendre à lire, comme vous dites, mais quand ils apprennent leur vocation. De taper sur un enfant parce qu'il n'arrive pas à lire un poème, ça n'a aucun intérêt, moi je trouve, et ça le rabaisse totalement. Et oui, ça le forge, et tous les dys que je connais, ça les a forgés toute leur vie, de se faire taper dessus et montrer du doigt. Mais je pense pas que c'est ça la solution à faire, et de dire en plus dans un discours faut absolument et c'est nécessaire que tout le monde doit apprendre à lire. Moi je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont nécessaires que de devoir les forcer, les taper dessus parce qu'ils savent pas lire. Qu'est-ce qui a poussé vos parents, Justine, un jour, à vous emmener voir ce qui se passait ?
Ce qui se passait dans quel sens? J'ai pas dit dépister, hein. Ah oui, oui. C'est plutôt, en fait, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, mais moi, quand j'étais en primaire et qu'il n'y avait pas les lettres et les chiffres, et qu'il n'y avait pas l'écriture et la lecture, on voulait me faire sauter une classe parce que j'étais beaucoup trop rapide, on va dire, dans toutes les choses qu'il fallait mélanger, parce qu'il faut aussi préciser que les 10, on a un esprit très logique. Et c'est en fait en CP, quand la lecture et l'écriture est arrivée, que ma prof a dit à mes parents que j'avais des difficultés et que j'étais plus lente que les autres, et donc je devrais aller voir une orthophoniste. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai fait toutes les orthophonistes de Paris pour essayer de ne plus être 10. Est-ce que Justine, vous me permetteriez de revenir sur votre description, parce que je crois qu'en fait on est assez d'accord. C'est-à-dire que oui, bien entendu, le problème c'est pas de pointer les difficultés de l'enfant, c'est de pointer ses talents et de faire ce qu'on peut pour aménager ce qu'on lui demande à ses difficultés. Donc vous avez raison, pour un enfant dyslexique, il ne s'agit pas de l'embêter pour lire des longs textes, les apprendre par cœur. Et en revanche, s'il est doué dans les arts ou dans les mathématiques ou dans toute autre chose, c'est là-dessus qu'on va construire sa vie. Donc je crois qu'on est complètement d'accord. Après, c'est vrai qu'il y a des enfants dont les difficultés de lecture sont tellement importantes qu'elles sont quand même invalidantes dans la vie, et je vous dis juste qu'aujourd'hui on peut amener ces enfants à un niveau de lecture suffisant pour qu'ils puissent se débrouiller dans la vie. Et puis il y a les moyens de compensation avec informatique, etc. Voilà, c'était tout. Donc on n'est pas forcément complètement opposés. Non, je disais pas ça, je mettais juste mon point, on va dire, par rapport à votre expérience. Voilà. Vous, ensuite, vous avez été élevée en Angleterre, Justine. En quoi l'approche anglaise est-elle différente de l'approche française ? L'approche anglaise, elle était très déjà acceptée. Enfin, j'étais beaucoup plus acceptée. On va dire que tout le monde dans ma classe était déjà au courant de qu'est-ce qu'était quelqu'un qui était 10 ou même différent. Il y a beaucoup plus une acceptance de la différence, n'importe quelle qu'elle soit. Et surtout, en fait, tout ce qui était le système donc orthophoniste ou d'aide, c'était directement dans l'école. Donc, au lieu, comme en France, moi, je devais aller voir les orthophonistes 2 à 3 fois par semaine pendant soit mes pauses déjeuner, soit après l'école, qui empruntait sur mon temps où je pouvais être avec mes amis en train de faire du sport ou autre chose. Non, je devais aller voir l'orthophoniste, alors que là, c'était dans l'école, c'était pendant mes heures de cours, parce que c'était à des moments où, au lieu de on travaillait aussi avec ce qui était scolaire et ce que je devais faire comme devoir. Et surtout au niveau des examens. Au niveau des examens, il y a une aide complètement au-dessus de ce qu'on peut avoir en France. Pendant mon baccalauréat, l'équivalent du baccalauréat, j'avais quelqu'un dans une pièce à côté de moi qui écrivait l'examen pour moi. D'accord, c'est le même rôle que ici une AVS. ou AVS, oui. Alors, non, c'est pas tout à fait comme ça. Ce que dit Justine est très important, parce que c'est vrai qu'en Angleterre ou au Canada, on a depuis longtemps une approche beaucoup plus pragmatique, valorisante et valorisante, on est tout à fait d'accord, et que par exemple la question de l'orthophonie à l'école, c'est une question importante. Avant de fonder Paris Santé Réussite, je dirigeais un centre référent à Bicêtre, et on avait une classe où on accueillait des enfants dyslexiques, et l'école se passait en même temps que l'orthophonie pendant le temps de la classe. Oui, en fait, c'était mettre les deux écosystèmes santé et éducatif au même lieu. Ensemble, au service de l'enfant, et permettre à l'enfant de ne pas être, parce que Justine l'a bien précisé, ce qui est important, c'est de bien expliquer à l'ensemble de la classe ce que présente un enfant. Alors c'est dans le domaine de la dyslexie, mais ça pourrait être dans le domaine de l'autisme ou d'autres choses. Oui, n'importe quel handicap. De bien qu'il n'y ait pas
qu'il n'y ait pas de regard désagréable, parce que on est tous différents. Et donc, effectivement, il est très important de bien valoriser ces enfants. Et c'est vrai que quand vous avez des enfants qui ont une forme sévère de dyslexie, qui savent pas lire en CE2, le fait d'avoir un temps, une année, par exemple, avec un écosystème de santé et de pédagogique, ça leur permet de récupérer le circuit normal avec bien plus revalorisé, quoi. Et ça, c'est à toutes les étapes des vies, il y a des possibilités. Et dans ce que dit Justine aussi, ce qui est important, c'est aussi le fait que du coup, elle pouvait être en école ordinaire et pas être dissociée de l'école parce qu'il fallait aller à ses rendez-vous ou voilà, être exclue de l'école pour se faire suivre. Alors, l'orthophonie à l'école, c'est effectivement une question qui amène à des polémiques, mais ça serait quand même plus simple pour les enfants que l'orthophoniste vienne à l'école plutôt que ce soit les enfants qui quittent l'école pour aller en orthophonie. Et en fait, moi, je pense que le problème, c'est parce que c'est un handicap qui n'est pas vu. En fait, et j'appelle ça moi, personnellement, à mon âge maintenant, je trouve pas ça un handicap, mais je trouve que si on n'appelle pas ça un handicap pour les jeunes qui sont à l'école et pour le gouvernement aussi, qui puisse faire quelque chose, c'est que, voilà, moi, quand j'étais dans un public en France, il y avait une fille de ma classe qui était aveugle, elle avait tout le temps quelqu'un avec elle, ce qui est totalement normal. Mais parce que, voilà, elle est aveugle et c'est totalement normal que l'éducation nationale puisse avoir quelqu'un qui puisse l'aider, comme les autres personnes handicapées de l'école, on puisse les aider. Mais en fait, le problème avec la dyslexie, c'est que ou n'importe quel dys, c'est que comme c'est pas un handicap qui est vu, c'est que rapidement, et ça c'est ce que moi on me disait souvent les professeurs à l'école, c'est qu'en fait c'était de la flemmardise. Ah bah t'es flemmarde en fait. Et vu que c'est aussi relié à l'hyperactivité, bah en fait l'enfant il est assis à l'école en cours, il a des mauvaises notes parce qu'on n'est pas en train de l'aider, il n'a pas envie d'écouter parce que ça l'intéresse pas, donc il fait n'importe quoi. Donc en fait c'est tout une boule de neige, voilà, qui fait que on va regarder l'enfant en mode t'es complètement nul, t'es un gros flemmard, t'es une grosse flemmarde, t'es un bon à rien, donc soit t'es viré, soit tu vas faire quelque chose d'autre parce qu'en gros t'es pas pour le scolaire. Ce qui est en fait là où, parce que voilà, qu'il sache ou non qu'il est 10, les profs, même qu'ils disent à ses profs, les profs vont dire ouais c'est ça, encore une excuse, allez tu continues, de toute façon t'as 0, tu vas redoubler, de toute façon t'es une merde, et voilà. En fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'on change complètement de paradigme par rapport à l'handicap, en fait. Oui, alors je voudrais quand même être un tout petit peu positive, parce que c'est tout ce que raconte Justine, il y a vraiment des familles qui l'ont vécu, et c'est vraiment, on peut pas du tout le nier. Mais justement, tout ce qui est fait autour de reconnaître un enfant dyslexique non pas pour le pointer du doigt sur ses difficultés, mais de comprendre, d'expliquer pourquoi il est en difficulté, y compris à lui, et de l'aider dans ses difficultés, ça évolue quand même, hein. Faut pas non plus, c'est loin d'être optimal, on est d'accord, mais je crois que c'est quelque chose qui est maintenant bien ancré, y compris dans le monde de l'éducation nationale. Je vous dis pas que c'est partout parfait, mais il y a pas assez de formation sur le plan des enseignants, c'est tout à fait clair, mais ça, c'est quand même en train de bouger. Alors, je sais pas trop où ça a bougé, parce que j'ai quand même reçu pas mal de témoignages, même énormément de témoignages de parents, d'élèves, d'enfants, de personnes âgées, des personnes âgées, là on parle d'une autre génération. Moi, personnellement, j'ai pas vu une seule aide de l'État, et même à mon époque, c'était même pas remboursé par la sécurité sociale d'aller chez l'orthophoniste. À ce qui paraît maintenant, de temps en temps, ou des endroits, c'est remboursé. Mais en tout cas, il y a beaucoup de parents qui me demandent des conseils, de l'aide, de comment approcher l'école. Donc, je sais pas à quel point c'est mis en place, mais en tout cas, j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui sont seules, quoi. Alors, pour avoir mené une enquête de terrain dans le cadre d'un mémoire sur le sujet, effectivement, il y a une demande aussi bien de la part des enseignants que de la part des AESH qui suivent les enfants avec des troubles des apprentissages, et également des parents. On est d'accord. Hein. Et en fait, cette demande, elle est surtout de coordonner en fait la communication avec tous les professionnels, en fait, qui est vraiment une coordination interdisciplinaire autour de l'enfant et que l'enfant soit au centre du
du sujet. Alors, je ne me fais pas l'avocat du diable, mais quand même, il y a 2 ans, il y a eu un guide de la Haute Autorité de Santé qui a bien développé ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avions créé Paris Santé Réussite, parce que c'est tout à fait cet objectif, c'est de coordonner autour de l'enfant et de sa famille et bien expliquer les différentes actions qui sont menées. Donc, si vous voulez, c'est loin d'être optimal, on est complètement d'accord. Donc, je ne nie pas que dans une enquête de terrain, vous allez, ce que raconte Justine, mais c'est ça qui est en train d'essayer de se développer et qui pointe le nez. Alors, c'est pas demain que ce sera optimal. Ça demande beaucoup dans toutes les régions. Ça demande beaucoup d'énergie et de mise en accord de tous les professionnels autour de l'enfant. Alors, Justine, il y a 2 ans, vous avez écrit au président de la République, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous lui avez dit dans votre lettre ? Alors, dans ma lettre, donc ça c'est un peu plus de 4 ans, mais 3 ans, 3 ans. Dans ma lettre, je vais écrire un peu mon parcours scolaire que j'ai pu avoir en France, le parcours après que j'ai eu en Angleterre et la chance que j'ai pu avoir de partir aux États-Unis parce que je suis partie en Angleterre, donc c'est à ce moment-là que j'ai pu me découvrir, en fait comprendre que j'étais pas une bonne à rien ou une flemmarde comme on pouvait se dire en France, mais que j'étais quelqu'un de très doué dans d'autres, on va dire, matières et que je pouvais être excellente dans ce que je faisais. Et donc à ce moment-là, je trouve que de mettre toujours des problèmes et de jamais trouver de solution, ça sert à rien. Donc j'ai proposé la solution de créer un tampon international pour que puissent utiliser les élèves et les gens dyslexiques dans la vie active et qui puissent être mis donc soit sur des papiers, soit sur des emails. Et suite à une non-réponse et comme on réussit jamais mieux que par soi-même, j'ai pris la démarche donc de faire le tampon il y a maintenant 1 an et demi. Moi, ça fait 1 an que je l'utilise sur ma signature de mail tous les jours. Ça m'a complètement, on va dire, changé la vie, ma vie comme la vie des gens avec qui je travaille tous les jours. Et ensuite, c'est à ce moment-là que j'ai été interviewée sur Combini, comme vous avez pu mentionner, et que là, ça fait une boule de neige et que maintenant, il y a de plus en plus donc de personnes qui sont intéressées par ça. Et moi, vraiment, le but total, et donc peut-être que là aussi, on peut parler avec madame qui est là aussi, c'est que voilà, moi idéalement j'aimerais bien que le logo, quand un employé dans une entreprise veuille l'utiliser dans sa signature de mail, l'entreprise n'a pas le droit de refuser d'avoir le logo. Et comme aussi des choses, je trouve, qui sont beaucoup plus faciles en fait que de même démarcher tous les profs, démarcher toutes les orthophonistes. C'est vraiment juste qu'en fait l'élève une copie. C'est une très bonne idée, Justine. Hein, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est-à-dire que ce logo puisse permettre de comprendre à demi-mot, non pas les difficultés, mais aussi les talents et facilite les démarches de multiplication. Je trouve ça une très bonne idée. Hein. Et la honte, vous me l'enverrez. Et la honte change de camp finalement. C'est assumer la façon dont on écrit finalement. Tout à fait. Et en fait, toute la démarche, donc même des plateformes et de la communauté, en fait, qui est un peu en train de se créer, c'est vraiment que de la positivité sur le sujet. Donc, il y a que des témoignages de gens où j'incite en fait des gens à avouer qu'ils sont dyslexiques, à le dire aux gens autour d'eux sur les réseaux sociaux. Et en fait, voilà, comme vous dites, de changer, ce n'est plus une honte. Moi, je suis très fière d'être dyslexique. Parce que voilà, je sais que je suis différente, que je pense différemment et qu'en fait tous les gens qui réussissent et qui ont créé des choses incroyables sont dyslexiques. Donc en fait, je vois pas pourquoi ils devraient avoir une honte de le dire, quoi. Alors nous a rejoint Béatrice Sauvageau. Comment ça va, Béatrice ? Bonjour, ça va bien, merci de m'accueillir. Bon, vous êtes coincé dans les embouteillages, vous êtes orthophoniste spécialisé des troubles de l'apprentissage, vous avez été formé aux neurosciences, on vous appelle la couscoussière, et vous avez écrit un livre qu'on trouve en poche pour 6 €, maintenant, Adieu la dyslexie, chez Robert Laffont. Et puis nous avons toujours avec nous Justine Villegrain, qui a créé ce logo, Certified Dyslexique. Bien, vous, Béatrice, déjà, on va se mettre d'accord sur les termes. Dyslexie, ça vous parle comme terme ou vous préférez un autre mot ? On va dire qu'on va garder dyslexie parce qu'on est malheureusement encore au XXe siècle, mais bientôt on appellera ça l'ambilexie. C'est un mot que vous avez inventé, ça, ambilexie ? Oui, ce sont des linguistes. C'est le docteur Métellus, qui était linguiste et neurologue et médecin et écrivain. Votre mentor. Qui a dit, c'est comme l'ambidextrie, mais avec le cerveau, donc c'est l'ambilexie. Et du coup, il n'y a pas le côté dysfonctionnement.
Bon, pourquoi aujourd'hui, toujours en 2020 et on est au 21e siècle, hein, quand même, le regard qu'on pose sur les troubles 10 n'est-il selon vous pas le bon? Et parce qu'on est un petit peu en retard. Alors du coup, on a créé la Display, en fait, pour que... on est en retard, mais pas les assureurs, les mutuelles. Il y a Malakoff Humanis qui a carrément financé une appli pour que tout le monde puisse se rééduquer chez soi, en ne payant que la maintenance. Ça s'appelle la Display. Et ils ont même fait un bilan de repérage gratuit sur le site puissance10.org, 10DYS évidemment, pour que les gens n'attendent pas des bilans pendant des années, et surtout parce que personne ne rééduque les dyslexiques adultes. Alors, aujourd'hui, dans la prise en charge qui est proposée, qu'est-ce que vous pensez? Pourtant, vous êtes orthophoniste, vous, donc finalement, vous avez partie du dispositif. C'est-à-dire qu'en tant qu'orthophoniste, on ne traite pas vraiment les troubles d'apprentissage, on fait plutôt du soutien scolaire remboursé par la Sécu. C'est assez rare qu'on puisse traiter des patients parce qu'on a tellement de demandes que du coup c'est compliqué. Donc on n'est pas armé pour faire ça. Alors on aide, mais c'est pas assez, et surtout il y a trop d'attentes pour avoir une orthophoniste. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que le mieux, c'est d'avoir plusieurs équipes pluridisciplinaires. Donc nous, on donne des stages de rééducation, mais ce qu'on voulait, c'est faire quelque chose qui serve à tout le monde partout sans nous. Et c'est pour ça qu'il y a l'ONG Ashoka, parce que j'ai gagné le concours Impact Ashoka en 2017, qui est une ONG d'entrepreneuriat social et solidaire. C'est-à-dire, comment mettre une idée au service du plus grand nombre. Intéressant. Et Malakoff Humanis a mécéné cette application qui a coûté très cher parce que c'est une rééducation vraiment individuelle, enfants, ados et adultes. C'est une appli thérapeutique. Alors, pour expliquer un petit peu votre parcours... C'est la seule appli thérapeutique créée par des professionnels de santé au monde. Alors, vous et votre équipe, vous avez inventé dans un premier temps un alphabet spécial pour les dyslexiques. Expliquez-nous comment ça fonctionne et comment est-ce que vous avez pensé finalement pour arriver à ce résultat? On s'est beaucoup trompé, on n'a fait que des erreurs, on va dire 99,9% d'erreurs pour très peu de réussite. Et au moment où on a vu que 80% des 10 voyaient mieux avec cette police, qu'on a en fait travaillé avec eux pendant 10 ans, et on se rend compte que ils lisent plus facilement. Mais nous, ce qu'on propose, c'est que grâce à cette écriture, ils lisent vite, mais qu'ils s'adaptent à l'autre du coup. Oui. Oui, mais alors comment le but, c'est de s'adapter, mais nous, on est plus pour le 10 power, c'est-à-dire 10, c'est 30% du cerveau qui fonctionne, les autres, c'est 10%. Donc les gamins à l'école, ils sont en moto, on leur dit pédale, ils sont pas arrivés. Hein. Ouais, c'est comme si on leur demandait de marcher moins vite, en fait. Exactement. Et du coup, nous, tout ce qu'on travaille, c'est le côté qualitatif des dyslexiques, positif, leur capacité, qui en fait, si elles sont utilisées, enlèvent tous les symptômes. D'accord. Attends, pour qu'on comprenne bien, Béatrice, comment est-ce qu'ils font les gamins à l'école si on leur propose l'apprentissage d'un alphabet qui est adapté pour eux et qui se retrouvent à l'école avec des livres qui sont dans des alphabets classiques? L'alphabet, c'est un alphabet de rééducation. C'est pas un alphabet pour lire, parce que l'idée, c'est qu'ils s'adaptent au monde, parce qu'ils sont 20% selon l'INSEE et 8 à 12% selon l'OMS. Mais l'idée, c'est qu'ils s'adaptent, donc c'est vraiment un outil de rééducation, cet alphabet. Donc en fait, par cet alphabet qui est adapté aux enfants dyslexiques, ils vont pouvoir ensuite lire les lettres ordinaires mieux? Oui, comme tous les exercices qu'on a fait dans la Display, il y a 13 modules, il y a beaucoup de jeux. D'accord. En fait, c'est une façon... L'idée, c'était de rendre le dyslexique addict de sa rééducation en s'amusant. Sur une tablette ou sur un téléphone. Et l'idée, c'était qu'il fallait diminuer le coût des prises en charge et diminuer l'attente. Oui. D'ailleurs, les orthophonistes sont totalement pour prescrire cette application, parce que c'est pas du tout contre le travail d'orthophonie, c'est un complément, c'est une vraie rééducation complète. Malakoff Médéric a dit, les rééducations d'orthophonie, ça dure trop longtemps, c'est pas efficace, et en plus, souvent, les parents, ils payent de l'ergothérapie, de la psychomote, enfin,
C'est énorme, la prise en charge, ça coûte très cher par an, c'est 3 000 € minimum. Hein. Et en plus, il faut en trouver des spécialistes. La liste d'attente, elle est super longue. Alors, la liste d'attente est énorme, c'est très cher, alors que là, par exemple, pour un enfant, c'est 69 € et il est rééduqué complètement en moins d'1 an. Alors, Justine, est-ce que vous avez des questions sur cette application et sur cet alphabet ? Bah ouais, je veux bien savoir le nom de la typographie ou si c'est vous avez créé ça. Il faut aller sur l'appli, il n'a pas de nom. Il faut le voir pour le croire. C'est l'alphabet bilexique. Ouais, c'est ça. Mais on l'a pas sorti en fait complètement parce que malheureusement il y a toujours des gens qui veulent faire de l'argent avec ce genre de nouvelle police parce qu'elle est très cotée au niveau artistique. D'accord. Ok. Donc, et est-ce que c'est que les dyslexiques qui peuvent la lire ou toute personne peut la lire, mais peut-être une personne qui lit de manière ordinaire lira peut-être moins vite cet alphabet-là? Oui, tout à fait. Bah, si on a par exemple des graphistes ou des illustrateurs, ils la lisent très vite. Et quelqu'un qui lit très régulièrement, est-ce qu'il n'a pas justement ce réflexe de lire ça facilement aussi, cet alphabet plus facilement? Ben, en fait, l'alphabet, ce qui est magique, c'est que les 10 adultes, par exemple, commencent à lire en se rendant même pas compte que c'est un alphabet différent et en disant mais j'ai jamais lu aussi vite de ma vie. D'accord. Mais l'alphabet, c'est vraiment qu'une partie, c'est-à-dire que pour rééduquer vraiment l'ensemble des troubles et pour augmenter les capacités et booster, en fait, nous, on est une salle de sport pour le cerveau 10, quoi. Donc l'application Display, c'est vraiment à chaque endroit, on a sport, détente, relaxation, massage. Ah ouais, il y a du stretching du cerveau, quoi. Exactement. Et du coup, ça les rend super fiers parce que quand ils jouent avec cette appli, ils ont des résultats que les non-10 n'ont pas du tout. Ils vont être très forts dans des exercices et des jeux et les autres vont rien comprendre et du coup, ça les met en valeur, quoi. Alors, vous avez dit qu'il y avait 1 an de rééducation, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, en gros, on est sûr, en tout cas, parce qu'il a fallu la valider en tant qu'appli thérapeutique. On est sûr qu'en 1 an, les gens sont rééduqués s'ils font 1 quart d'heure par jour. Mais après, ça dépend du taux de la dyslexie de la personne aussi. Non, pas du tout. Ça m'étonnerait qu'un taux on a démontré qu'il n'y a plus de dysfonctionnement. Attendez, Béatrice, écoutez Justine. Allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Moi, quand on m'a fait des tests pour avoir un taux, avant que j'aille à l'université, avoir un taux de ma dyslexie, j'étais à 8 sur 10. Et on m'a expliqué que de 0 à 5, c'était là où, par exemple, les enfants en CP allaient avoir un peu de la dyslexie, mais aller rapidement avec de l'orthophoniste ou, par exemple, l'utilisation de votre application, pouvoir reprendre, on va dire, un fonctionnement, une écriture et une lecture, on va dire, plus comme les autres, et qu'entre 5 et 10, c'est assez des séquelles à vie, et que moi, je vois pas comment ça pourrait se faire enlever en se faisant 15 minutes par jour de quelque chose, sans après devoir mettre 5 fois plus d'efforts sur tout ce qu'on fait toute la journée, quoi. Exactement, c'est pour ça qu'il faut changer les croyances, parce que ça, c'est une fausse croyance médicale. Bah moi, c'est pas du tout une croyance médicale, hein. Moi, c'est une croyance que j'ai vécue, quoi. Non, ce que je vous explique, c'est que ça, c'est une croyance qui n'est pas médicale, qui n'est pas prouvée scientifiquement, que les tests vous donnent même... Nous, on a des adultes qui ne sont pas lecteurs du tout. Ouais, vous parlez du degré de dyslexie. Comment on fait pour nommer le degré de dyslexie, en fait? Malakoff a fait un stage, un repérage gratuit qui dit que quel que soit le degré de dyslexie, c'est juste pour définir si il faut prendre l'application ou pas. Alors, si on n'a pas besoin de prendre l'application, ça veut dire que c'est pas grave. Si on a besoin de prendre l'application, ça veut dire qu'on en a vraiment besoin. Donc c'est un autre test. Bon, Béatrice, on aura l'occasion d'en reparler, mais là vous étiez bloquée dans les embouteillages ce matin. J'aimerais bien une rencontre avec Justine Villegrain, tous les deux. Rappelez l'adresse de votre application, Béatrice Sauvageau. C'est Display. C'est soit sur le site puissance10.com, soit sur Google et Apple. Ça coûte combien? Et bravo Justine, hein. Merci. Alors ça dépend, c'est 69 pour les enfants, 119 ados, 199 adultes, et c'est souvent remboursé avec une demande auprès de la mutuelle.
Voilà. Justine avec le logo. Voilà, Justine, on retrouve où votre logo ? Alors sur www.certifieddyslexic.com, sur Google aussi et sur Facebook. Et nous, vous nous retrouvez sur la page Handybook, sur LinkedIn, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Handybook, qui est une appli de coordination pour faciliter l'inclusion scolaire des enfants atteints de 10. Merci Béatrice, merci Justine d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve bientôt sur Beurre FM, Ibtissem. Vous réécoutez l'émission sur le podcast beurrefm.net, puis vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube. Très bon week-end sur Beurre FM.